Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être venus à l'Université de la Terre, au Parlement des entrepreneurs à venir. À chaque édition, il y a de plus en plus de monde. Merci donc d'assister à cette conférence, à toutes ces conférences, de participer à ces 2 journées qui, chaque année, sont très inspirantes et vous donnent de nouvelles idées pour vous mettre en action. Aujourd'hui, nous allons parler du marathon de la transition et comment accélérer. Et j'ai le plaisir de recevoir 7 personnes autour de moi. Vous avez vu, on a respecté la parité, donc bravo à Jacques et Mylène d'avoir fait attention à ce sujet-là. Et si je pars de la gauche pour aller vers la droite, donc c'est Nelly Ponce au début, qui est auteure, conférencière, qui a écrit différents ouvrages qu'elle va pouvoir nous présenter un petit peu. Ensuite, il y a Jérémy Gobet, qui est à la fois un artiste, un chef d'entreprise, voilà, qui va vous parler des coraux. Ensuite, il y a Margot, qui travaille dans une très belle entreprise qui s'appelle Soilis. Ensuite, à ma gauche, il y a Yann Arnaud, qui est le directeur des réponses aux besoins des sociétaires de la Massif et aussi directeur de l'innovation. Ensuite, c'est Colline, qui a cofondé Cycle Up, puis Emmanuel Normand, qui est directeur du développement du groupe Saint-Gobain. Et au bout à droite, c'est Alice Gavoil qui va vous parler des fonds marins de son entreprise qui s'appelle Seaboost. Voilà. Donc merci beaucoup. On va essayer de faire un voyage un peu sur terre, un peu sous la mer, un voyage qui commence avec la campagne, où on va voir avec Yann de la Massif le projet qui a été mis en place et comment la Massif s'est mis au service d'une population. Vous savez, quand on parle de véhicules autonomes, on pense tout de suite à la Californie, aux grandes autoroutes. Et en fait, c'est peut-être pas ça la solution. Yann, est-ce que tu as trouvé une meilleure idée que de faire des véhicules autonomes sur les routes de Californie? On croit qu'on a trouvé une meilleure idée, ouais. Je pense que si je vous avais interrogé en début d'intervention sur finalement, pour vous, le véhicule autonome, qu'est-ce que c'est, comment il se représente en fait, je pense que beaucoup d'entre vous, sans doute pas tous, mais beaucoup d'entre vous auraient dit c'est un gars plutôt propre sur lui, qui est dans un véhicule plutôt luxueux, sur une autoroute, et puis à un moment il lâche le volant pour lire son journal dans un embouteillage ou pas, sur une autoroute ensoleillée. En fait, cette image-là, elle est très forte parce que c'est la première qu'on a vue. Et puis elle correspondait finalement à plusieurs choses. D'abord, c'était vrai, c'était pas de la réalité virtuelle, c'était là, on le voyait. Et puis le deuxième truc, c'est que c'est vrai que cette image a été très forte aussi parce qu'elle correspondait finalement à un fantasme d'enfant, une idée qu'on a toujours eue, c'est un voyage un peu agréable où finalement on est passager et on a le temps de faire autre chose. Le problème, c'est que cette image-là, finalement, elle n'est pas très différente du monde dans lequel on vit, de l'autosolisme, du véhicule particulier, de l'urbain. Et en fait, ce qu'on a voulu faire à la Massif, donc on est très intéressé par les véhicules à la Massif parce qu'on est le premier assureur de France, donc ça veut dire que tout ce qui se passe dans l'automobile, ça nous interroge, mais en même temps on est mutualiste, et donc on se dit toujours finalement, est-ce qu'il y a des moyens finalement de rendre la mobilité un peu plus inclusive qu'elle ne l'est. Alors vous savez très bien qu'aujourd'hui, si on n'a pas de véhicule, on a une vie qui est un peu différente de celui qu'on a une, et notamment quand on est privé d'autres solutions, c'est-à-dire en périphérie des villes ou dans la ruralité. Donc nous, finalement, quand on a vu arriver ce véhicule autonome, comme tout le monde, hein, sur le journal de 20 heures ou promu par certains, on s'est dit, est-ce que c'est ça l'avenir, et puis qu'est-ce que ça apporte, et finalement, à quoi ça rime. Et en fait, on s'est dit, mais en fait, tous ces gens qui sont en train de pousser ce modèle, est-ce qu'ils se sont demandé s'il y avait une clientèle. Et on s'est dit, à part une élite de gens qui vont pouvoir mettre beaucoup d'argent dans un véhicule, finalement, ça ne va pas répondre à beaucoup de besoins. On s'est dit, par contre, et ça c'est notre volet mutualiste, on s'est dit, mais il y a plein de gens qui ont des besoins de mobilité. Il y a plein de gens qui aujourd'hui sont privés ou en difficulté de mobilité. Et où ils sont dans les campagnes. Ils sont en périphérie des villes. Et tous ces gens-là, l'accès à l'emploi pour eux, l'accès à la culture, l'accès aux loisirs, c'est difficile. Donc nous, on s'est dit, en fait, le véhicule autonome, demain, il doit prendre une autre forme. Et cette autre forme, c'est celle d'une navette autonome, partagée, dans ces zones périurbaines ou rurales, plutôt électrique parce que c'est finalement une énergie qui est assez adaptée. Et si on a ça, si on promeut ce modèle, du coup on aura une société qui peut évoluer, qui peut changer. Alors évidemment, quand on est arrivé avec cette idée, il y a 3 ans, on nous a beaucoup rayonné. Hein. C'est-à-dire que globalement, on a pris le tir de barrage de tous les gens qui pensent un peu tous de la même façon en disant modèle économique,
En campagne, vous êtes au courant, il y a des vaches. Moi, j'habite en campagne, hein, donc je sais qu'il y en a des vaches. Puis on nous a dit, non mais il n'y aura pas assez de gens, en fait, on ne va pas trouver, encore une fois, comment rentabiliser quelque chose comme ça. Et donc on s'est mis à réfléchir sur cette idée avec des partenaires qui nous ont dit, tiens, c'est intéressant, on va creuser. Et puis pas des petites boîtes, hein, Orange, Microsoft, Vinci, Michelin, tout un tas il y en a 12 en tout, hein, d'autres assureurs. Et on s'est dit, est-ce qu'on peut promouvoir un modèle en fait, d'inclusion autour de ce véhicule autonome? Ce n'est pas la solution, d'accord? Par ailleurs, la Massif, on soutient les structures d'autopartage, de covoiturage, etc. Ces modèles-là sont très utiles, mais globalement, est-ce qu'on peut, encore une fois, développer, avec cet objet technologique nouveau, un nouveau service, là où les gens sont plutôt privés de moyens de mobilité? Par rapport à cette image qu'on a tous en tête du véhicule autonome, moi je voudrais vous en donner une autre aujourd'hui. Essayez là de vous convaincre que le véhicule autonome, sous forme de navette, ça peut être autre chose. Ça peut être une navette qui, dans une zone relativement de quelques kilomètres carrés, d'une petite commune, va pouvoir le matin emmener les enfants à l'école, va pouvoir dans la journée et sur un temps très long, parce que pas simplement dans la semaine, c'est son principal intérêt par rapport au fait d'avoir un chauffeur, pouvoir faire du sur-mesure, va pouvoir transporter une partie de la journée des passagers, mais aussi éventuellement le boucher sans eau qui se pose la question de savoir si il voit de moins en moins de gens, s'il va maintenir son commerce, de lui dire mais en fait on peut amener en fait les choses chez les gens. Finalement, le côté protéiforme de ces navettes, il est extrêmement intéressant parce qu'il peut rendre plein de services en fait dans des zones qui ont tendance à être les oubliées de tout un tas de choses. Alors par rapport à toutes ces questions qu'on nous a posées, il n'y a pas de 5G, il y a des vaches, il y a tout ça. En fait, depuis 3 ans, on réfléchit avec un groupe encore une fois, d'industriels, de gens du service sur comment on rend ça possible. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a la bonne équipe en France et en Europe pour faire ça. Donc ce modèle-là, il peut exister. Tous les gens qui sont là disent, il ne faut pas que ça soit un modèle subventionné, il faut que ça soit un modèle qui économiquement tienne. Il peut tenir. Donc je ne vais pas vous convaincre là en 8 minutes, je vais juste vous dire que ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus. On n'a pas encore trouvé un élément pour dire que ça n'existera pas. Et ce qui est plutôt extrêmement positif, c'est que finalement, la demande est là. On était cette semaine au Salon des maires. C'est incroyable la demande et le besoin qu'il y a autour de ça et d'avoir ce nouvel objet pour, encore une fois, apporter des services aux concitoyens. Puis en même temps, on a, encore une fois, la bonne équipe d'industriels pour le faire. Il manque encore 2-3 choses. Non pas la volonté politique, mais l'organisation politique autour de ça. Ce qui est à peu près certain, c'est que la première image du véhicule que vous avez vue, sans doute qu'on sera tous en mauvaise santé ou morts le jour où elle arrivera. Par contre, celle dont je vous parle aujourd'hui, je crois pouvoir dire, et vous me le direz si ce n'est pas le cas, que dans quelques années, on l'aura tous en tête. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc il y a un projet qui, ça y est, qui est lancé, ça commence. Alors la très bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, évidemment, il faut prouver les choses, hein, c'est bien de le dire, mais il faut les prouver. Aujourd'hui, on les prouve dans une région qui est une région assez rurale, hein, qui est le Val-de-Drôme, donc dans la Drôme. Et donc, ça fait un certain temps qu'une expérimentation qu'on va aider à monter en puissance est en train de se développer. Et la bonne nouvelle depuis le début de la semaine, c'est que cette expérimentation, elle est jugée suffisamment intéressante par le gouvernement français pour qu'elle soit un des 70 projets sélectionnés par le gouvernement au titre du PIA 4, donc investissement d'avenir, en fait, dans ce domaine de la mobilité. Alors c'est vrai que quand on parle de transition, on peut s'apercevoir qu'il y a parfois une fracture sociale sur ces sujets-là. Il y a souvent une opposition entre les citadins, les ruraux, parce que les ruraux ont souvent besoin d'une voiture et on leur demande de faire des efforts, mais ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de se déplacer en voiture, alors que par définition, les Parisiens peuvent tout faire en transport en commun ou en vélo. Donc là, en plus, il y a un bénéfice social qui, moi, me paraît très intéressant et que vous apportez justement par rapport à cette fracture, qui est que vous allez demain dans tous les territoires avec, a priori, et on ne va pas rentrer dans le débat du véhicule électrique ou pas, mais en tout cas une énergie qu'on sait produire en bas carbone en France. Il y aura peut-être même un peu d'hydraulique à côté de certains villages et plus comme il y a des vaches, il y a peut-être un peu de biométhanisation, enfin voilà, des énergies super locales. Réconcilier comme ça entre guillemets les différentes couches sociales, c'est aussi un peu le rôle d'une mutuelle
Et c'est un peu ce que vous faites là aussi. C'est ça. Et notre rôle à nous, c'est de dire c'est possible et donc finalement d'étudier, de rendre ça visible et de rendre ça finalement plus évident que ça n'était encore une fois quand on a commencé à en parler. Et tout ce que tu dis est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est difficile, encore une fois, de développer, de vous donner les arguments pourquoi le modèle économique fonctionne, pourquoi technologiquement on n'a pas besoin de 5G, pourquoi toutes ces choses-là, d'accord, c'est évidemment les points qui étaient les points clés, d'accord, de finalement est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est faisable ou pas. En fait, finalement, le modèle qu'on est en train de promouvoir, c'est celui qui tient sur deux choses. La frugalité. On n'a pas besoin d'aménager énormément de choses dans l'environnement de ce véhicule pour qu'il fonctionne. C'est extrêmement important, il n'y a pas d'argent pour faire ça. Bon. Et vous savez, par exemple, qu'une grosse différence, c'est qu'une route de campagne l'été et une route de campagne l'hiver, ça ne ressemble pas du tout à la même chose. Quand il y a des feuilles et quand il y a de la végétation, ben, ce n'est pas du tout la même chose. Donc il faut quand même que le véhicule puisse se repérer. Tous ces éléments-là, il y a dans le tour de table des spécialistes qui savent traiter ces éléments-là. Frugalité et duplication. Ça veut dire que finalement, ce qu'il faut qu'on fasse pour servir un maximum de communes, les 35 000 qu'on a aujourd'hui, il ne faut pas qu'à chaque fois, ça soit un cas particulier, un projet de 10 ans. Et donc finalement, avec ces industriels, comment on construit ce modèle qui va s'adapter à un territoire particulier, mais qui est relativement réplicable. Ça aussi, ça peut fonctionner. Donc maintenant, on va s'éloigner un peu de la campagne, on va se rapprocher de la ville, et notamment sur les sujets de construction et de construction durable. On a la chance d'avoir avec nous Emmanuel Normand, qui est donc le directeur du développement durable du groupe Saint-Gobain. Alors après, on verra quelques startups. Saint-Gobain n'est plus tout à fait une start-up, puisque ça a été créé il y a à peu près plus de 450 ans. Hein, je crois que c'est 350, 665, Colbert, voilà, pour les glaces de Versailles, c'est ça. Et 165 000 salariés, à peu près 170 000. Évidemment, l'enjeu de la construction est essentiel. Quand on fabrique la ville, on émet du carbone, on voit une population qui augmente, une population qui, depuis 50, 100 ans, s'est urbanisée. Donc forcément, le sujet des externalités de la construction se pose, et notamment, Saint-Gobain est très très engagé là-dessus, sur la construction, sur la distribution. Est-ce que, Emmanuel, vous pouvez nous dire un petit peu sur les différents métiers, les leviers que vous avez, et peut-être en propos introductif, nous faire un petit point sur le carbone, si vous connaissez les sujets du bilan carbone, vous connaissez les scopes 1, 2 et les scopes 3, ce fameux scope 3 qui est très important pour beaucoup. Mais quand on voit des jeunes militer et dire dernière rénovation, et la rénovation énergétique, c'est un sujet essentiel, et d'attaquer Borne quand elle présente son PLF, on se dit, des jeunes qui militent pour la rénovation, je ne comprends pas bien. Et quand on écoute Saint-Gobain, on comprend certainement un peu plus pourquoi l'enjeu de la rénovation, l'enjeu de la construction est juste essentiel. Donc, est-ce que les trois chiffres, scope 1, 2 et 3, ou en tout cas il y a des émissions évitées, est-ce que vous pouvez nous les partager et ensuite nous dire un peu comment ça vit tous les jours chez Saint-Gobain? Merci. D'abord, je vous dis, on n'est pas derrière, comment il s'appelle, dernière rénovation, et donc ça n'est pas un employé de Saint-Gobain qui s'est scotché sur le filet de Roland-Garros ou sur l'autoroute A6 récemment. Pour parler du carbone, en fait, je vais parler du carbone du bâtiment, d'abord et avant tout. 40% des émissions des gaz à effet de serre au niveau mondial, c'est lié au bâtiment. Aussi, à peu près, pour ne pas vous noyer dans les chiffres, 40% de la consommation de ressources est liée au bâtiment. Dans ces 40%, grosso modo, je ne vais pas vous noyer de chiffres à nouveau, mais c'est 2/3 liés au chauffage, à la climatisation, donc ce qu'on appelle le carbone opérationnel, et 1/3 lié au carbone des matériaux qui sont utilisés pour la construction. En grande partie, les matériaux lourds, comme le béton, comme les briques, comme les tuiles, comme l'acier. Et il faut aussi avoir en tête que, on va dire que la moitié du stock de bâtiments qui existera en 2050 a été construit d'ores et déjà, mais ce qui veut dire qu'on va construire à peu près autant dans les 30 prochaines années que ce que l'on a construit jusqu'à présent. Vous savez que la COP a eu lieu en Égypte. En Égypte, il y a 1 million de personnes de plus dans ce pays tous les 6 mois. C'est-à-dire que l'Égypte est en train de construire 30 villes nouvelles, juste pour vous donner quelques ordres de grandeur. Et donc, ce qu'il faut, c'est arriver à fortement décarboner et fortement réduire l'intensité en ressources de ce type de bâtiment. Alors, ce qui est la bonne nouvelle,
c'est qu'il y a plein de solutions qui existent. On n'est pas sur l'avion à hydrogène qui est encore un peu de la science-fiction. Aujourd'hui, avec les solutions qui existent, on sait décarboner, réduire l'intensité carbone de plus des 2/3 du monde du bâtiment. Hein, c'est beaucoup les solutions de rénovation énergétique, mais je voudrais m'attarder sur le carbone des matériaux et d'arriver à comprendre finalement comment on réduit le carbone des matériaux, le carbone lié aux matériaux qui sont utilisés dans la construction. Je vais prendre le monde du béton. Le monde du béton, pour faire simple, il y a à peu près la moitié qui va dans la construction et l'autre moitié qui va dans les infrastructures. Dans ce qui va dans la construction, il y en a grosso modo la moitié qui va dans tout ce qui est structurel de la construction, c'est-à-dire les fondations, les murs porteurs. Et puis il y en a une bonne moitié qui va dans tout ce qui est non structurel. Première approche, on supprime tout ce qui est non structurel. Il existe des solutions qu'on appelle des solutions de construction légère. C'est des structures en acier, en bois, avec du placo, avec de l'isolation, avec du vitrage. Quand on fait aujourd'hui, avec les solutions qui existent, une façade légère par rapport à une façade traditionnelle avec des matériaux lourds, on réduit de 50% les émissions de gaz à effet de serre de cette même façade. Et puis demain, on saura même réduire encore plus parce que typiquement, Saint-Gobain, on va démarrer une première usine l'an prochain qui va faire de la plaque de plâtre avec un processus de production qui est zéro carbone, en scope 1 et 2. Donc on va savoir réduire. Et puis, malgré tout, il y a quand même du ciment ou du béton dont on a besoin d'un point de vue structurel. Alors, on pourrait se dire, on peut remplacer ce béton structurel par autre chose, par du bois, par exemple. Alors ça marche à certains endroits, il faut avoir les forêts. Je reviens sur l'Égypte. Quand on se promène en Égypte, c'est très jaune. On ne voit pas beaucoup de forêts en Égypte. Donc, je ne suis pas certain que mes 30 villes nouvelles en Égypte, elles pourraient être construites avec des structures en bois. Donc il faut y aller avec du béton. Les pyramides, en fait, elles ne sont pas en bois. Elles ne sont pas en bois non plus. Ouais, non. Et donc il faut arriver à réduire le contenu carbone du béton qui est utilisé, c'est-à-dire remplacer ce qu'on appelle le clinker par autre chose. Il y a plein de moyens de remplacer le clinker par autre chose. Il y a juste qu'il faut maintenir la performance du béton. Quand on arrive à remplacer ce clinker par autre chose, par des déchets, ce qu'on appelle du fly ash, du slag, et quand on arrive à aussi changer des agrégats par des agrégats qui sont des agrégats recyclés. Pour garder la performance de tout ça, il faut mettre un peu de chimie. Il faut mettre un peu de chimie qui aide le béton à garder ses caractéristiques. Et ça, c'est aussi un domaine d'activité dans lequel Saint-Gobain s'est fortement développé ces dernières années. Et donc, avec tout ça, on développe des solutions qui permettent de réduire très, très significativement l'empreinte carbone et l'intensité en ressources des nouvelles constructions. Et alors, il y a des nouveaux produits où vous avez aussi à séquestrer du CO2, c'est ça ? Alors, on peut essayer d'arriver à séquestrer du CO2 dans les matériaux de construction. Moi, il y a un sujet qui me plaît beaucoup. Alors, ça marche en labo, ça ne marche pas encore à l'échelle industrielle. Mais c'est de prendre du béton de déconstruction. Hein, le béton de déconstruction, il reste du ciment qui n'a pas réagi. Vous le broyez, après vous le mélangez avec du CO2. Et en fait, qu'est-ce que vous faites ? Vous recarbonatez le ciment du béton en question. C'est-à-dire on fait l'inverse de la production de ciment. On va aller recréer des particules de calcaire. Ces particules de calcaire, elles vont être très très stables. Et ces particules, on va les utiliser pour remplacer du sable, par exemple, pour réaliser des mortiers. C'est un sujet que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment très très circulaire, ça permet de capter du CO2 de fumée, ça marche bien en labo. La petite difficulté aujourd'hui, c'est que la cinétique de réaction est assez lente. Hein, donc il faut arriver à comprendre comment accélérer tout ça pour avoir des captations qui soient rapides, importantes, et que l'on puisse à la fois capter ces fumées et remplacer du sable ou des agrégats là où c'est possible. Et est-ce que vous pouvez revenir sur le bilan carbone, parce que je trouve ça très révélateur, scope 1, scope 2 de Saint-Gobain. De Saint-Gobain. Saint-Gobain, c'est 10 millions de tonnes en scope 1 et 2 chaque année. C'est une trentaine de millions de tonnes en scope 3.
c'est en émissions évitées chez nos clients, notamment par la rénovation énergétique, c'est-à-dire c'est vraiment de la baisse de réduction d'émissions liées à l'utilisation de nos solutions. Grosso modo, les solutions qu'on vend pendant un an permettent d'éviter chez nos clients, pendant la durée de vie de l'utilisation de ces solutions, 1,3 milliard de tonnes de CO2. Donc l'effet levier de nos solutions sur la chaîne de valeur est extrêmement important. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on traite notre empreinte. Et on s'est engagé sur la neutralité carbone. On a des objectifs de réduction d'un tiers de nos émissions de carbone à 2030 par rapport à 2017. On a déjà fait les 2 tiers du chemin et on est en train d'accélérer. Ouais. Donc scope 1 plus scope 3, 40 millions de tonnes et en émissions évitées, 1,3 milliard de tonnes de CO2, ce qui est monstrueux. Alors après ça coûte de l'argent et donc il faut continuer à innover. Et donc il y a certaines entreprises, je pense notamment à Gessina ou au groupe La Poste, qui créent des fonds carbone qui permettent de financer l'innovation avec des sujets de taxonomie interne. On va rentrer un peu dans la technique, mais du coup, je trouve intéressant de partager sur ces sujets-là, de savoir comment on peut financer l'innovation, comment on peut récompenser les projets les plus vertueux, comment on peut sanctionner d'une certaine façon des projets qui sont un peu en retard. Chez Saint-Gobain, il y a un fonds carbone aussi. Alors, il y a surtout un prix du carbone. C'est-à-dire, on prend nos décisions comme si le carbone était cher. En fait, on a 2 prix du carbone. Pour nos investissements, on travaille avec un prix à 75 € à la tonne. Alors, partout dans le monde. C'est vrai qu'en Europe, on est à peu près à ce niveau-là aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aux États-Unis, en Inde ou en Chine. Donc, nos investissements, on fait comme si, aujourd'hui, la tonne de CO2 coûtait 75 €. Et donc, ça permet de décider des investissements qu'on ne déciderait pas si la tonne de CO2 ne vaut rien du tout. Et pour ce qui est la R&D, pour encore accélérer sur la R&D, on a pris un prix de 150 € à la tonne, parce qu'on se dit que le monde qu'on va avoir en 2035, ça sera un monde où le carbone sera cher. Et donc il faut nous anticiper et aujourd'hui accélérer notre innovation dans un monde où le carbone sera cher. Ouais, donc c'est avec un prix de la tonne de carbone aussi élevé, on comprend bien l'intérêt de créer des produits qui soient au maximum décarbonés et qui soient favorables à une décarbonation de votre secteur d'activité. Donc là, on était sur la construction. Maintenant, on va un peu déconstruire, ou en tout cas, on va parler de ce qui se passe après, avec Colline, qui est la cofondatrice de CycleUp, qui est, comme Alice et Margot, rattachée, ou en tout cas qui a été accélérée par Aegis, qui est donc une société qui fait de l'ingénierie d'exploitation. Voilà, et donc c'est ces 3 femmes qui vont vous parler de 3 projets très innovant. Et donc on va commencer avec Colline. Moi, c'est vrai que le cas de la déconstruction, on en avait entendu parler notamment au moment de la rénovation de l'hippodrome de Longchamp. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'hippodrome a été transformé. Ceux qui vont au Solidays, qui sont allés voir le concert des Rolling Stones mi-juillet, ont vu que l'hippodrome était beaucoup plus joli qu'avant. Donc l'hippodrome a été cassé et donc il y avait évidemment beaucoup de gravats. Et donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est un des sujets qui peuvent être traités par CycleUp, mais est-ce que tu peux nous parler des différents métiers qu'il y a chez CycleUp? Bonjour à tous. Il faut que je m'approche un peu. Alors CycleUp, nous, on s'est créé sur la base d'un constat qui était que aujourd'hui, si on voulait faire du réemploi ou de la réutilisation des matériaux de construction, c'était à l'époque, c'était il y a 5 ans, il n'y avait pas d'outils qui permettaient ça pour les maîtres d'ouvrage, les architectes ou les entreprises. Alors qu'on travaillait déjà sur la conception et la construction de bâtiments très performants d'un point de vue environnemental, mais quand on travaillait sur de la rénovation ou de la déconstruction, reconstruction, on se retrouvait à ne pas prendre en compte l'existant, et le chantier démarrait, il fallait déconstruire vite, en tout cas dans les temps prévus, donc on ne pouvait pas faire de dépose sélective, on ne pouvait pas identifier les repreneurs des matériaux en amont. Et donc moi, à l'époque, en effet, j'étais côté ingénierie chez Aegis, et on s'est dit, mince, comment faire pour permettre à l'ensemble des acteurs d'intégrer une démarche plus vertueuse, parce qu'on sent quand même qu'il y a une envie, il y a une prise de conscience. Et c'est là qu'on a décidé de développer notre plateforme, donc, qui s'appelle CycleUp. Et c'est une plateforme qui met en relation les gens qui ont des matériaux de réemploi et ceux qu'on cherche. C'est une plateforme dédiée aux professionnels du bâtiment.
et qui a vraiment l'objectif de permettre à tous d'identifier les gisements qui vont être disponibles dans les semaines et les mois à venir, de savoir quels sont ces types de gisements, d'avoir des photographies, de savoir où est-ce qu'ils sont localisés, de savoir à quelle période est-ce qu'ils vont être disponibles, parce que l'objectif c'est vraiment d'arriver en amont pour identifier la ressource et identifier les repreneurs de cette ressource avant que le bâtiment soit effectivement déconstruit ou curé. Et autour de ça, il y a plein de services qui ont été associés. Déjà une garantie produit, parce que nous, ça nous paraissait indispensable quand on a sorti Cycle Up, de rassurer tous les potentiels acheteurs qui sont plutôt des entreprises et des artisans de la construction et qui avaient besoin d'avoir la même garantie que pour les produits neufs. Donc ça, c'est quelque chose auquel ça a pris du temps, mais on a réussi à lever ce frein-là des garanties il y a quelques années. Et maintenant, c'est quelque chose de plus en plus facile. On a apporté des nouvelles garanties au fil des ans. Il y avait toute la traçabilité, puisque c'est hyper important d'avoir le suivi de la propriété du matériau du vendeur au racheteur ou du donneur au récupérateur, et aussi la comptabilité carbone, puisque derrière, l'idée c'est de pouvoir valoriser l'intégration de ces matériaux de réemploi dans le projet, dans le but de diminuer l'impact carbone du projet notamment. On peut peut-être repréciser la différence entre le recyclage, parce que moi j'ai un peu parlé de recyclage en fait au début, et le réemploi, et évidemment que tu nous donnes quelques exemples de chantiers sur lesquels vous avez pu intervenir. On voit que ça bouge énormément cette activité. Vous savez, il y a les éco-organismes qui sont en train de se mettre en place. Alors je crois qu'ils sont un peu en retard, mais il y a Valobat et Écomatériaux. Enfin, il y a une dynamique. Après, on a la chance en France, et je vais être chauvin 2 secondes, mais on a la chance d'avoir des très grandes entreprises sur ces secteurs d'activité, à la fois sur les matériaux, mais aussi dans les promoteurs immobiliers, les constructeurs. On a des Bouygues, des Vinci, etc. Et on parlait tout à l'heure de Vinci. Donc c'est vraiment un secteur qui est en train d'accélérer de façon phénoménale, notamment avec les éco-organismes. Et il y a aussi les éco-organismes sur le mobilier, Valdelia sur le bureau et Écomobilier qui devient Écomaison sur le mobilier de particuliers. Voilà, il y a une effervescence en ce moment sur ce marché que je trouve assez hallucinante, avec l'arrivée effectivement d'acteurs comme Cycle Up. Donc redéfinition, c'est recyclage versus réemploi, et quelques exemples de chantiers que vous avez pu faire. Ok. C'est vrai que c'est important de faire cette différence. Aujourd'hui, il y a 3 définitions qui sont dans le Code de l'environnement. Il y a réemploi, réutilisation et recyclage. Donc moi, quand je parle de réemployer et de valoriser les matériaux, je parle toujours de réemploi et de réutilisation. Parce que l'objectif, c'est de garder la matière, la qualité du matériau et de ne pas dégrader son usage. Donc le matériau est un matériau, équipement, produit qui peut avoir une seconde vie. Quand on parle de réemploi, c'est un déchet dont on veut se débarrasser et on va le broyer, par exemple, pour du bois, pour en faire une matière première secondaire et le réintégrer dans un processus nouveau de construction. Donc le recyclage est indispensable au regard des volumes de déchets qu'on a tous les ans. Simplement, aujourd'hui, il faut avoir en tête qu'il n'y a que 50% des matériaux qui partent en déchets qui sont recyclés. Donc il y a déjà un énorme travail qui est attendu sur le sujet du recyclage. Mais nous, on veut aussi accélérer le réemploi et la réutilisation parce que c'est des gains en termes d'impact carbone, puisqu'on n'a pas à rentrer dans un nouveau processus industriel. Le sujet des déchets, on va faire un petit quiz là en direct. Dans le monde du BTP, c'est assez important, mais j'avais une question à vous poser. Et si vous pensez que les déchets des foyers français, sur l'ensemble des déchets en France, représentent moins de 10%, est-ce que vous pouvez vous lever? C'est-à-dire, on dit les déchets de nos poubelles, la fameuse poubelle jaune, grise, verte pour le verre, nos poubelles des familles françaises, des citoyens français. On ne parle pas, je différencie des entreprises. Si c'est moins de 10%, vous avez le droit de vous lever. Du total des déchets en France. Pardon, excusez-moi. En pourcentage, moins de 10%. Même personne. Bon, il y en a certains qui se lèvent, effectivement, c'est 8%. 92% des déchets en France sont générés par les entreprises, et dans ces 92%, il y a 70 points où c'est le BTP. Et effectivement, si un jour vous rénovez une maison, vous allez vous apercevoir que vous allez générer énormément de déchets. Si vous voyez une tour à la Courneuve qui s'écroule, forcément c'est beaucoup de déchets par rapport à votre petit paquet avec le film plastique ou le yaourt, etc. Voilà. Donc c'est pour ça que l'enjeu est essentiel. Vous avez une deuxième activité. Donc il y a cette marketplace qui permet de mettre en relation.
aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur de nombre de clients, de volume peut-être, entre guillemets de CO2 évité peut-être? Alors, aujourd'hui, les chiffres dont on peut parler, c'est que, par exemple, cette année, on a dépassé les 1000 commandes sur la plateforme. Donc, 1000 commandes, ça correspond à peu près 3000 typologies de produits qui ont été vendus. Donc, on voit qu'on est parti d'un secteur où il n'y avait pas d'acteurs. Il y avait au mieux un bon coin où ça se faisait entre particuliers ou entre artisans, mais il n'y avait pas d'acteurs. Les gens ne savaient pas qu'on pouvait récupérer, racheter et réemployer des matériaux de construction. Et finalement, 5 ans après, il y a un marché, les matériaux s'échangent. Donc ça, c'est le premier sujet. En termes d'impact déchets évités, on est à plus de 5000 tonnes de déchets évités grâce à cette démarche-là, donc en prolongeant la durée de vie finalement de ces matériaux. Et sur l'impact carbone, on est à 7000 tonnes sur l'année là. Et donc je me suis amusée rapidement en venant à cette conférence à faire un rapport par rapport au nombre de salariés qu'on a chez CycleUp. Aujourd'hui, on est à peu près, on va dire en moyenne sur l'année, on est à peu près 35. Et du coup, ça représente à peu près 20... Donc, pardon, je vais reprendre. Donc, l'économie carbone, ça représente à peu près l'impact carbone de 70 Français dans l'année, celle qu'on a faite cette année. Donc, et finalement, de 700 Français, pardon. Et finalement, ça fait 20 Français par personne dans l'équipe. Ok. Donc si vous connaissez des entrepreneurs, hein, n'hésitez pas à leur dire, quand vous démontez les plaques de plâtre de chez Placo Saint-Gobain, qui sont encore parfaites ou elles n'ont pas été utilisées peut-être, elles peuvent se revendre sur une marketplace. Et justement, Emmanuel, chez Saint-Gobain, il y a toute l'activité de distribution. Ce type de nouveau modèle, vous travaillez avec, est-ce que... Alors, on travaille avec CycleUp en particulier, donc oui, non, c'est des sujets qu'on regarde bien évidemment. Déjà pour collecter les déchets, hein, dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur et la mise en œuvre de la loi économie circulaire, on va avoir des réseaux de déchetterie. On a déjà une centaine de déchetteries dans nos points P, et donc on va avoir des réseaux de déchetterie pour permettre de ramener les déchets du bâtiment que l'on espère convenablement triés. Le retour sera gratuit si ces déchets sont convenablement triés. Il faudra payer si les déchets sont en mélange. Et puis après, travailler effectivement avec les uns et les autres, les acteurs du réemploi, les acteurs du recyclage, pour créer des filières. J'ai donné un exemple, les fenêtres. Aujourd'hui, 95% des fenêtres qui sont sorties des bâtiments vont en décharge. Donc il faut vraiment mettre en place un système où l'artisan puisse, sans casser sa fenêtre, parce que s'il casse la fenêtre, ça fait du déchet en mélange. Donc amener la fenêtre à un endroit, qu'elle reste intègre, que là il y ait quelqu'un qui puisse reprendre ses fenêtres, les déconstruire proprement et mettre tout ça, ou les réutiliser dans certains cas, et tout ça pour remettre dans des chaînes de production. Tu peux réagir? Ou non, moi, là, en fait, du coup, une des questions, c'est est-ce que donc, vous accompagnez certains entrepreneurs sur des nouveaux ou des archis sur des projets comme ça? C'est des projets de neuf, des projets de rénovation? Est-ce qu'il y a des aspérités? Est-ce qu'il y a des différences entre ces deux types de projets? Quels sont les matériaux que vous récupérez le plus? Alors, c'est vrai qu'il y a 5 ans, par exemple, on allait essentiellement travailler sur ce qu'on appelle le réemploi ex situ. Donc, on était sollicité par des maîtrises d'ouvrage, principalement privées, bon, depuis ça a changé, qui rénovaient régulièrement leur parc ou qui déconstruisaient pour reconstruire derrière. Et donc, on travaillait sur l'identification de repreneurs pour les matériaux qui étaient sur leur bâtiment. Parce qu'à cette époque-là, ils n'étaient pas encore assez sensibilisés pour intégrer eux-mêmes des matériaux de construction dans leur projet. Donc ça a changé depuis, c'est une bonne nouvelle. Et aujourd'hui, on travaille avec énormément de maîtrises d'ouvrage qui font à la fois du réemploi in situ, c'est-à-dire que
on ne sort même pas les matériaux de leur projet, on fait de la conservation, on déplace, on démonte, on transforme l'usage parfois. Donc ça, c'est le réemploi in situ. On travaille sur le réemploi ex situ s'il y a des matériaux qui ne trouvent pas d'usage dans le projet futur. Et on travaille aussi sur l'approvisionnement extérieur en matériaux de réemploi. Donc c'est-à-dire qu'au lieu d'automatiser l'achat de matériaux neufs ou de la conception avec des matériaux neufs, on préconise des matériaux de réemploi. Et là, ça va permettre de boucler la boucle, puisqu'il n'y aura pas seulement que de la mise à disposition de matériaux, il y aura aussi de la demande. Et c'est vraiment ça qui est très important aujourd'hui. Donc ça nous permet de travailler à la fois sur les projets de rénovation, de déconstruction, mais aussi de construction neuve avec l'intégration, enfin la commande de matériaux de réemploi. Et ça va aussi, c'est vrai que la REP est un sujet très, très important, ça vient de... C'est tout jeune, ça sera réellement mis en place en 2023 et ça va participer à l'augmentation de l'identification des flux de matériaux de réemploi. Mais il y a toujours un sujet, c'est que les matériaux de réemploi ne sont pas des déchets, il faut qu'ils soient déposés d'une certaine manière pour être effectivement réemployés derrière, donc il faut arriver très en amont. Et ça, c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup travaillé auprès des maîtrises d'ouvrage pour développer ça. Et je finis juste sur un sujet que je voulais mettre en valeur, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de maîtrises d'ouvrage, notamment publiques, soit des aménageurs, soit même des régions, donc la région Île-de-France, la région Pays de la Loire, Plaine Commune, qui était le premier qui s'était mis de tels objectifs, mais aujourd'hui, il y a aussi la FAB à Bordeaux, par exemple. Eux, quand ils font construire un bâtiment, ils prescrivent d'intégrer un certain pourcentage du coût de construction qui est dédié aux matériaux de réemploi. Et on parle d'entre 1 et 5% en fonction des bâtiments. Donc il y a une vraie commande sur le sujet, ce qui permet derrière, évidemment, de faire bouger les choses auprès des concepteurs et auprès des constructeurs. Donc voilà, vous connaissez Le Bon Coin Vinted, maintenant vous connaissez Cycle Up, et voilà, Colline, avec des enjeux beaucoup plus importants que juste les 3 t-shirts que vous jetez ou que vous revendez tous les ans. On va sortir un peu de la maison pour aller se promener dans les champs, et Margot qui travaille chez Soilis, donc qui est aussi un spin-off, et moi je crois énormément à l'intrapreneuriat, à cette culture à la fois start-up et solidité de grands groupes. Margot est donc aujourd'hui chez Soilis, qui participe à la régénération des sols. Est-ce que, Margot, vous pourriez nous expliquer un peu ce que vous faites? Bien sûr, Thomas, vous m'entendez bien? Ouais. Bonjour à tous, merci de me donner la parole. Alors nous, on est effectivement une petite filiale d'Egis. On n'est pas encore ni 120 000 ni 35, on est 6. Donc voilà. Et j'ai aussi mes petites notes, mes anti-sèches, donc je vous remercie pour votre indulgence. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de vous dire. Effectivement, nous, on travaille sur les sols. Ceux qui ont assisté à la conférence juste avant de Marc-André Sellos, pardonnez également mes raccourcis ou les peu d'éléments que je retiendrai aujourd'hui, mais il a dit quelque chose qui me paraît important. Les sols, c'est le placenta de l'humanité, mais généralement, on ne voit pas son placenta. Les sols, c'est 25% de la biodiversité sur Terre, c'est un outil de production agricole, c'est des forêts, mais c'est aussi des sols qui, entre guillemets, sont délaissés et on pourrait considérer qu'ils ne servent à rien. En fait, non, nous, on vient et on se dit, en fait, tous les sols méritent d'être restaurés. Pourquoi? Parce que, voilà, 25% de la biodiversité, mais c'est aussi le deuxième plus grand stock de carbone de la planète. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont un jardin ou qui fréquentent des parcs publics, j'imagine que oui, ou qui traversent des autoroutes et des chemins de fer qui traversent des écosystèmes. Qu'est-ce qu'on fait de ces sols-là? Je vous pose la question, vous n'avez peut-être pas aujourd'hui la réponse. Aujourd'hui, on ne s'en occupe pas. Ils sont plutôt dégradés. Donc nous, notre objectif, c'est de faire prendre conscience et d'amener tous ceux qui ont un pouvoir de décision sur du sol à s'en occuper, à le restaurer et à l'entretenir, à le préserver. Alors, comment on fait ça? Déjà, on essaye de faire prendre conscience à tous ceux qui ont du sol de sa valeur. Aujourd'hui, une métrique très importante qui est assez bien, enfin, dont le concept est de plus en plus maîtrisé, c'est le CO2, ou le CO2 équivalent. Donc on montre à tous les dépositaires de patrimoine foncier quel est leur stock de carbone. Et déjà, prendre conscience de, ah ouais, donc ce petit bout de terre, ce bas-côté, ça stocke tant de carbone, c'est déjà pas mal. Mais non seulement on dit, voilà votre stock, mais surtout, quel est son potentiel d'augmentation? Parce que stocker, c'est bien, mais augmenter la capacité du sol à séquestrer du carbone, c'est encore mieux.
Donc voilà, on fait ce panorama, et ensuite, on ne s'arrête pas au constat, on dit, pour atteindre ce potentiel, voilà ce que vous devriez faire, voilà les solutions que vous pourriez mettre en place sur votre sol pour atteindre ce potentiel. Alors des solutions, il n'y en a pas non plus 100 000, hein. Nous, on se base sur les solutions fondées sur la nature, on n'est pas vraiment sur la technologie, donc en fait, on réplique ce que la planète fait de mieux, c'est-à-dire la biodiversité, les plantes, etc. Aujourd'hui, la FAO a identifié plus de 80 solutions qui permettent de restaurer les sols dans une perspective de stocker du carbone. Ces 80 solutions, il y en a une bonne partie qui peut s'appliquer à des sols qui sont ni agricoles ni forestiers, c'est-à-dire des sols de prairies, des sols anthropisés, etc. Donc nous, on cible ces sols-là, mais puisqu'un projet de puits de carbone ne se fait pas tout seul, non seulement on cible des solutions, mais on cible aussi ceux qui peuvent les mettre en place. Vous voyez un peu le concept de Doctolib. Donc on a un problème, on a un médecin, et bien nous c'est pareil, on a un sol qui est dégradé ou qui a besoin d'être préservé, et bien on cible ceux qui peuvent le restaurer. Alors, l'argent c'est aussi un peu le nerf de la guerre, oui d'accord on va restaurer, mais finalement tout ça, ça coûte cher. Alors, la bonne nouvelle c'est que des organisations, des entreprises, des collectivités s'engagent dans des plans de restauration. Je citerai un chiffre, il y a plus de 2000, je crois 2200 entreprises qui sont engagées dans une trajectoire Science-Based Target Initiative, pour ceux qui connaissent. C'est un bon premier pas, c'est pas assez, mais c'est un bon premier pas. Et bien nous, on leur dit, si vous mettez en place ces actions, si vous financez ces actions de restauration, vous pourrez, de façon mesurée scientifiquement, montrer votre impact climatique en faveur de la restauration des sols et en faveur de la séquestration du carbone et l'intégrer dans votre bilan. Alors aujourd'hui, vous connaissez peut-être le concept des crédits carbone, c'est financer des projets à l'autre bout de la planète dont on ne sait pas trop ce qui se passe à des sommes dérisoires. Nous, on renverse ce constat et on dit financer des projets locaux, un peu plus chers, mais dont vous êtes certain de l'impact et qui est sur votre propre patrimoine. Donc voilà, nos prochaines étapes, c'est de lancer on va dire une plateforme, un équivalent Doctolib à destination des entreprises et des collectivités. Donc si vous avez du sol, je suis prête à en discuter avec vous. Voilà. Est-ce qu'il y a des propriétaires terriens ici? Très bien, parfait. C'est pas mal. Ouais. Commencer quelque part. Voilà. Et donc en fait, vous travaillez à la fois avec des collectivités, puisque vous parliez de parcs et jardins, vous travaillez aussi avec des foncières, vous travaillez avec des entreprises, avec des forestiers, ou les forestiers sont hors scope, puisqu'en fait vous allez vraiment sur des terrains qui ont été anthropisés, c'est ça, qui ont été transformés par l'homme. Quels sont à peu près vos clients? Et à un moment, il y avait l'exemple, enfin, vous avez parlé d'autoroute, par exemple, une autoroute, on prend parfois l'autoroute et on voit bien qu'il y a différentes phases, avec juste au bord du macadam, ensuite il y a une petite butte avec parfois quelques arbres, parfois une très belle statue, une œuvre d'art. Et derrière, c'est encore la propriété de l'autoroute. Donc on voit bien tout n'est pas homogène. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme type d'intervention, par exemple sur une autoroute, et peut-être un autre exemple avec une foncière ou une collectivité? Alors déjà, première question, c'était nos types de clients. Nous, notre objectif, c'est d'aller partout où il y a du sol. Donc voilà, je suis aveugle sur quel est votre type de sol. Si c'est de la forêt, c'est de la forêt. Notre objectif, c'est de le restaurer. Alors bien sûr, en étant 6, on se fixe des priorités. D'abord, on va travailler avec les acteurs qui n'ont pas un intérêt à ce que leur sol soit en bonne santé, c'est-à-dire effectivement des acteurs qui sont ni dans le domaine de la forêt, puisque finalement une forêt en bonne santé, c'est une forêt qui produit, ni dans le monde agricole, parce que c'est pareil, des acteurs qui maîtrisent leur sol, qui en prennent soin, et je ne vais pas aller leur réinventer leur métier, je pense qu'ils savent bien mieux faire que moi. Par contre, c'est tous ceux qui ont du sol, effectivement, dont ils ne font entre guillemets rien. Ça va être une collectivité, effectivement, qui a un parc urbain ou des ronds-points ou des friches. Ça va être une infrastructure de transport. Donc, effectivement, vous venez de donner l'exemple d'une route, d'un chemin de fer, mais ça va être aussi une entreprise qui a une implantation industrielle quelque part avec 50 hectares autour de son bâtiment. Ça va être un entrepôt qui a aussi des espaces verts. Ça va être aussi, effectivement, des entreprises qui font des immeubles et qui ont un grand patrimoine entouré de jardinets, bref, partout où il y a du sol qui est aujourd'hui très peu considéré. Et la deuxième question, sur l'autoroute, donc un exemple, effectivement, il y a des contraintes, souvent, sur ces types de sols, et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ne sont pas exploités dans le sens économique du terme. Il y a plusieurs types de solutions. Par exemple, effectivement, une autoroute, on ne va pas aller planter un arbre, un saule-pleureur, juste à côté de la bande d'arrêt d'urgence. Ça n'a pas de sens. Par contre, on peut faire des choses, par exemple, choisir des espèces avec un meilleur enracinement,
améliorer la symbiose mycorhizienne, donc c'est-à-dire enrichir les champignons, faire en sorte qu'ils soient stimulés et que leur vie soit active. Et plus on s'éloigne de l'infrastructure, moins il y a de contraintes opérationnelles. On a fait une étude récemment pour un projet de recherche pour le ministère de l'Environnement, le projet ITECOP. Je vous invite à regarder, c'est très riche. On a du coup analysé quel est le potentiel de stock de carbone d'une autoroute en prenant en compte du coup l'ensemble de la concession, donc la bande de 16 mètres juste à côté de l'autoroute, celle juste après sur le talus et celle d'après. Je n'ai plus les chiffres en tête, donc excusez-moi, mais on se rend compte que finalement le potentiel est très important. Donc c'est tous ces sols-là que nous, on cherche à améliorer et à restaurer. Ok. Et j'ai cru entendre parler aussi d'un projet au bassin d'Arcachon. Je voulais faire un petit aparté sur le bassin d'Arcachon. Je ne sais pas si vous avez passé un bel été, mais moi, franchement, j'ai très très mal vécu les incendies. Mais en rentrant de vacances, quand j'ai commencé à discuter avec Margot, j'ai été un peu plus heureux pour le bassin d'Arcachon parce que je crois savoir que vous avez un projet là-bas. Alors, ça tombe bien parce que, coucou Alice, on travaille ensemble sur ce projet. C'est un projet de recherche européen dont l'objectif est de restaurer les zones côtières et les bassins sur 8 sites pilotes en Europe. Donc nous, on a la chance, grâce à Seaboost, donc Alice interviendra juste après, de travailler sur le bassin d'Arcachon. Alors, qu'est-ce qu'on regarde au bassin d'Arcachon? Eh bien, on se rend compte que depuis des années, l'écosystème des seagrass, enfin des austères marins, se dégrade du fait de plein de facteurs. Seaboost développe des concepts de restauration de ces espaces marins et nous, ce qu'on vient regarder, c'est quel est l'impact de cette restauration dans le sol, dans l'écosystème sol, donc pas la biomasse, mais vraiment le compartiment sol. Quel est l'impact des actions qu'on va mettre en place en termes de séquestration du carbone et comment on peut les maintenir dans le temps. Donc, comme vous l'avez compris, on enchaîne évidemment avec Alice, qui, elle, et on passe de la terre à l'eau, et on fait un petit plongeon dans le bassin éventuellement, mais plus généralement, et on va faire un peu le tour des côtes françaises pour essayer de comprendre ce que fait Seaboost. Seaboost, bonjour. Donc Seaboost, nous on est comme Margot et Colline, une filiale du groupe Aegis. On est une quinzaine aujourd'hui et on est une société spécialisée dans le développement de solutions éco-conçues dédiées à la restauration des écosystèmes marins et côtiers. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va chercher des approches et des solutions qui permettent de réparer les écosystèmes qui ont pu être dégradés par l'homme. Du coup, derrière écosystème, qu'est-ce qu'on place, nous, en particulier? Ça va être les petits fonds côtiers qu'on va retrouver sur les côtes françaises. Ça va être les herbiers, donc, comme on a parlé Margot, de Zoster, mais aussi les herbiers de Posidonie, qui sont plus spécifiques à la Méditerranée. La Posidonie, vous voyez ce que c'est? C'est ces algues au fond de la Méditerranée. Ce ne sont pas des algues, du coup. Ce sont des plantes. Ah, excuse-moi. Donc, ce ne sont pas des algues. Je me disais que, en fait, les sushis que j'ai mangés hier n'étaient pas verts, ils étaient vraiment bien noirs. Donc, ce sont des plantes, la Posidonie, hein, qu'on voit fréquemment, mais qu'on voit moins quand, par exemple, des gens avec des énormes yachts vont rentrer dans un port un peu rapidement. Voilà. Donc, c'est ces plantes vertes qu'on voit au fond Voilà. Et qu'on va essayer de réinventer. De réinventer, de restaurer, ou en tout cas de répliquer, mais j'y reviendrai après. Et ensuite, dans des mers plus lointaines, on travaille aussi à des projets de restauration du coup, des récifs coralliens et des mangroves, donc ces forêts qui se situent les pieds dans l'eau en zone littorale. Donc derrière ça, les activités de Seaboost, elles se déclinent autour de 3 grands enjeux principaux. Le premier, ça va être de comment favoriser l'intégration des ouvrages côtiers dans leur environnement. Donc par exemple, un port, il va avoir une emprise sur la mer. Comment finalement rendre ce port plus accueillant, plus proactif pour la biodiversité. Le second enjeu, ça va être sur ces écosystèmes qui ont été dégradés pour diverses raisons, comment est-ce qu'on peut accélérer la restauration de ces écosystèmes, comment favoriser le retour de la biodiversité sur ces zones dégradées. Et enfin, le troisième enjeu auquel s'adresse Seaboost, c'est la protection des côtes contre l'érosion et comment en fait rendre nos côtes plus résilientes dans un contexte de changement climatique, donc, où notamment on a des phénomènes de tempêtes plus fréquents, une montée des eaux également. Le principe un peu fondateur des solutions et des approches qu'on a, ça va être le biomimétisme. Le biomimétisme, en fait, c'est simplement de s'inspirer de ce que fait la nature
dans nos solutions, de transposer ce que fait la nature à notre échelle pour pouvoir traiter des enjeux qu'on a aujourd'hui. Donc pourquoi? Simplement parce qu'en termes de forme, de structure, de processus qu'on trouve dans la nature, c'est des choses qui ont été éprouvées, optimisées et sélectionnées pendant les 3,8 milliards d'années d'évolution. Donc en termes d'efficience et de performance, on pense qu'on peut avoir confiance en ça. Et malgré le fait que toutes ces choses, il y a plein de choses qu'on ne sait pas pourquoi ça se passe comme ça dans la nature, on se dit qu'en prenant en tout cas ça comme modèle, autant qu'on peut, on limite finalement ce biais qu'on peut avoir et la marge d'erreur qu'on peut avoir dans les solutions qu'on peut avoir. Donc derrière cela, je vous ai présenté un peu la théorie. En pratique, qu'est-ce que ça donne? Et est-ce que vous avez implémenté des systèmes avec un retour d'expérience? Enfin, voilà, qu'est-ce que c'est pour de vrai et quels sont les bénéfices? Vous comprenez bien que si il n'y a plus de posidonie, si on rase tout, etc., il n'y a plus d'écosystème. J'espère. Je vais en profiter pour faire une page de publicité. On est à peu près au milieu de notre conférence. Donc je vous invite tous à faire la fresque de la biodiversité. Vous allez comprendre vraiment la dimension systémique de la biodiversité. Et à partir du moment où vous enlevez la posidonie, il n'y a plus rien, etc. Voilà. Vous pouvez aussi faire la fresque de la construction. Vous comprendrez l'importance du sable et peut-être demain une raréfaction du sable. La fresque de la mobilité aussi, évidemment. Et je vous La fresque des sols aussi. La fresque des sols, la fresque océane. Et la fresque de l'économie circulaire aussi. De l'économie circulaire. Et on parlera un peu plus tard, avec toute cette dimension culturelle, de la fresque des nouveaux récits. Et j'aperçois au fond la vice-présidente de la Fédération française de golf qui a plein de terrains. Et peut-être qu'il y aura un jour la fresque du golf. Sachez qu'il y a la fresque du football. Comme quoi, si on arrive à convaincre des footballeurs et des supporters de football, on peut peut-être sauver le monde. Donc on continue tout de suite. C'était la petite page de publicité pour nos amis de la fresque. Évidemment, faites plein de fresques. Et on pourra aussi parler de l'atelier d'automne. Donc, retour d'expérience, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'il y a des expériences où, en fait, vous avez mis en place des solutions et vous avez découvert qu'en fait, ça fonctionnait bien? Alors, déjà, je vais commencer avec un exemple. Ensuite, on verra si le temps le permet de présenter d'autres exemples. Mais un exemple sur lequel on a eu un bon retour d'expérience, c'est au niveau, donc, dans le parc national des Calanques, au niveau de la calanque de Cortiou. Donc en fait, dans cette calanque, il y a le rejet des eaux usées de Marseille. Donc historiquement, ça fait voilà, historiquement, il y a eu ces rejets qui ont été réalisés avec une qualité des eaux qui n'était pas à la hauteur. Du coup, les écosystèmes, donc ce fond côtier a été complètement dégradé. Toute la biodiversité qu'il pouvait y avoir, elle a fui et finalement tout le substrat sur lequel qui pouvait attirer la vie a complètement été râpé. Il y a eu de nombreux efforts qui ont été faits et en fait le constat a été fait que la pression sur cette calanque aujourd'hui au niveau de la qualité des eaux, elle n'existait plus, donc il y avait des conditions qui permettaient d'envisager un retour de la vie. La question qu'on s'est posée, c'était dans quelle mesure est-ce qu'une action de restauration écologique pouvait permettre d'accélérer le retour de la biodiversité et la restauration de cet écosystème. Ce qui a été fait du coup en 2017, donc après des études de diagnostic, des études d'éco-conception, il y a 4 villages de 6 récifs artificiels qui ont été implantés à différentes distances du rejet. Du coup, ces récifs artificiels, toujours en suivant ce principe de biomimétisme, ils ont été conçus de manière à avoir des formes, des orientations, des cavités qui correspondaient en fait aux besoins des espèces locales qui pouvaient se développer dans les écosystèmes alentours qui n'avaient pas été affectés par cette pollution. C'est du coup 36 récifs artificiels qui ont été implantés en 2017. Après 3 années de suivi scientifique, on a déjà plus de 65 espèces différentes qui ont pu être identifiées au sein de ces écosystèmes. Donc là, déjà, la grande conclusion de ce projet expérimental, c'est que oui, on a pu permettre le retour de la vie. Cette calanque, elle n'est pas morte en fait. Comment est-ce qu'on a pu restaurer la biodiversité? C'est en apportant du substrat, en apportant des abris, des zones où les poissons pouvaient venir se cacher, s'alimenter, se reproduire. Donc, on a clairement démontré que accélérer le processus de restauration d'un écosystème, c'est possible. Aujourd'hui, dans ces récifs, on va trouver toute la chaîne trophique, donc des petits poissons, du juvénile, des sards, des girelles, mais aussi des poissons qui, dans la chaîne trophique, sont bien plus hauts, comme du mérou,
de la murène, de la mostelle. Donc c'est vraiment des espèces emblématiques du parc national des Calanques qu'on a pu finalement faire venir dans une zone qui, il y a quelques années, était totalement dégradée. Hein, donc c'est le retour de la vie grâce à des solutions qui sont au départ assez technologiques. Et là, on a parlé de pas mal de technologies, de solutions. On va faire un pas de côté, on va prendre un peu de recul parce qu'on sait bien que cette transformation culturelle et cette transition écologique et sociale, elle ne pourra pas se faire qu'avec de la techno et qu'il ne faut pas trop croire aux green tech qui vont nous sauver. Évidemment que l'innovation permet de réduire des bilans carbone, permet d'améliorer de la mobilité dans la ruralité, mais c'est un changement d'état d'esprit. Et c'est pour ça que, en fait, moi je suis extrêmement content qu'on puisse parler un peu de culture. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en plus, on va continuer à parler de récifs et en particulier parler de coraux. Mais Jérémy, j'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu tout ce que vous faites et l'évolution que vous avez eue en fait, dans votre réflexion pour, avec cette dimension artistique au départ, aller de plus en plus proche de quelque chose d'opérationnel et qui pouvait permettre justement de recréer la vie. Bonjour à tous. Alors déjà, on va commencer par un aveu d'échec. Je ne vais pas pouvoir réussir à vous présenter Corail Artefact en 5 minutes. C'est impossible. C'est inhérent à l'ADN du projet qui veut que ce soit quelque chose de systémique, presque pensé comme une œuvre justement. C'est-à-dire qu'une œuvre, elle est pensée sous chaque angle, sous chaque facette. Vous prenez un petit morceau et il y a déjà toute une réflexion qui ne tient plus. Donc en fait, très simplement, le plus brièvement possible, mon ambition quand j'ai créé Corail Artefact, c'était de réunir l'art, la science, l'industrie, l'éducation et les savoir-faire pour trouver une solution concrète à la régénération et à la protection des récifs coralliens. L'idée est plutôt, il faut l'imaginer comme une équation avec des variables et des inconnus. En fait, les inconnus, c'est tout ce qui est justement la R&D, etc. Voilà, tous les processus que je peux développer. Encore plus près ? Voilà, parfait. Tous les processus que je peux développer au niveau scientifique et industriel. Et les variables, ça va être tout ce qui va être intéressant d'y ajouter. J'aime bien cette idée, un peu en mathématiques, on dit moins par moins fait plus. Et bien là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire je prends un exemple des développements que je peux mener, comme l'idée d'utiliser une dentelle comme support de captation des larves et la reproduction sexuée des coraux. Là, l'idée, c'est de dire, ok, ce tissu industriel français qui nous a apporté tant et qui fait aussi la renommée de notre pays à travers le monde, il est en train de disparaître, le corail est en train de disparaître aussi. Est-ce que les deux ensemble ne peuvent pas créer une synergie et justement redonner du sens et de la modernité à ce tissu industriel et redonner sa vitalité aux coraux. Donc c'est ce type de développement que j'opère. Évidemment, étant artiste, ça naît d'abord d'un élan artistique, une fascination plastique pour les coraux. Mais derrière, j'ai vraiment à cœur de dire que mes développements artistiques vont soit m'inspirer un protocole de recherche, soit l'inverse. C'est-à-dire que des fois, j'ai une idée de matériaux ou d'éléments industriels ou scientifiques qui n'existent pas, et je vais réussir à le financer et le développer par le biais de la culture. Le postulat de base aussi, il est vraiment personnel, c'est au niveau de mes valeurs, c'est que je me dis, on est beaucoup d'artistes, qui dénoncent, mais on est peu d'artistes à proposer. On a une sorte de tabou un peu dans le milieu de la culture et le milieu de l'art qui est l'utilité d'une œuvre. Alors pour moi, qui est un faux débat, puisque toute œuvre, puisqu'on la considère comme, on considère que l'art est vital, en fait, toute œuvre aura une utilité. Et moi, j'ai vraiment à cœur d'aller jusque-là, c'est-à-dire de dire, voilà, regardez, ça va pas très bien, mais on peut aussi essayer de mettre sa créativité au service de solutions. J'ai deux avantages pour ça. Le premier, c'est justement cette créativité qui n'est pas forcément toujours donnée à tout le monde, cette vision un peu systémique et un peu arborescente, alors qui n'est pas toujours évidente à maîtriser, mais qui est quand même un avantage quand on essaye de trouver des solutions. Et à moitié de son breton qui me donne un caractère assez têtu pour justement dire que là on peut faire des choses et aller plus loin. Et vraiment cette idée que l'art est un luxe quelque part. Alors évidemment on l'a tous vu pendant les confinements, etc., que la création elle est vitale, mais les œuvres en elles-mêmes, on peut tout à fait s'en passer. Je pense que vous pouvez tous vivre sans les nouvelles œuvres de Jérémy Gobet. Donc à un moment donné il faut aussi redescendre de ce piédestal et se dire ok, cet engagement il est important et montrer que le monde de la culture qui peut souvent pointer du doigt les problèmes, il faut aussi qu'il s'engage dans des solutions concrètes.
Donc vous avez bien compris l'enchaînement. On part d'une œuvre d'art et on en fait en fait une sorte de nouveau corail qui va pouvoir permettre de laisser un corail naturel se reproduire. Et donc par rapport à ce système-là, donc où est-ce que c'est expérimenté? Est-ce que ça a été lancé? Dans quelle contrée, j'ai envie de dire? Dans quel système? Dans quel... Alors brièvement peut-être pour balayer un peu les innovations que je développe, donc en fait tout part de deux matières. Donc j'ai créé un biopolymère 100% inédit parce qu'il est 100% biosourcé, made in France, biodégradable et avec des éléments naturels qui augmentent la croissance des coraux, vraiment 100% avec des éléments issus de la nature, et un béton écologique pour reconstruire des récifs. Donc en fait ces deux matériaux, ensuite je les applique avec des solutions. Donc je vais vous parler de la dentelle qui est plutôt pour la partie régénération sexuée du corail. Ensuite, le bouturage. Grâce à mon biopolymère, j'ai développé un système de bouturage entièrement écologique. Le béton écologique qui permet de créer des récifs artificiels. En fait, l'idée, c'était de faire une rupture parce que malheureusement, alors c'est génial, il y a énormément de gens dans le monde qui veulent sauver le corail, qui font du bouturage, qui font des récifs artificiels, mais ils font ça avec ce qui tue le corail, c'est-à-dire colle époxy, plastique, béton. Donc à un moment donné, moi je me suis dit, non, il y a un truc qui ne va pas. Donc l'idée, c'était vraiment créer d'abord ces matières, ensuite développer des solutions, alors qui sont, je l'espère, belles. Déjà, il y a un aspect esthétique, mais qui ont aussi cette fonctionnalité. Pour répondre à votre question sur les tests, en fait, j'ai deux zones de test. L'idée, c'était, encore une fois, de présenter la France dans son territoire élargi. Donc on a une zone de test qui est Nausicaa, à Boulogne-sur-Mer, un des plus grands centres de la mer d'Europe, et un partenaire privé en Guadeloupe, qui est une association de restauration corallienne. Et là, on fait des tests en aquarium extérieur de mer au plus proche de la mer. Ce qui implique, malheureusement, j'en profite un peu pour aussi passer ce message, c'est que c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que c'est des territoires malheureusement isolés, assez délaissés. Par exemple, là, la Guadeloupe a connu un enchaînement catastrophique entre Covid, soulèvements sociaux, inondations. Voilà, ils sont percutés de plein fouet par les résultats du réchauffement climatique qui sont concrets là-bas. Et donc l'idée aussi avec Corail Artefact, un des développements, quand je vous parlais un peu de projets systémiques, c'est aussi aider à fixer les populations, remplacer les emplois qui sont liés à l'activité des récifs par des emplois de protection, fixer les populations, aborder aussi les problèmes d'égalité sociétale. Par exemple, là, je vois, quand on balaye la salle, on est quand même un tiers, je crois, à peu près d'hommes et 2 tiers de femmes. Malheureusement, les femmes sur les territoires où les coraux sont en destruction sont la première population, type de population à être complètement délaissés, mis de côté financièrement au niveau des droits, etc. Donc voilà, l'idée, c'est pouvoir, avec un projet sensible mais concret, balayer toutes ces problématiques et vraiment en sortir gagnant. Ouais, parce qu'aujourd'hui, les coraux, c'est un espace de pêche, mais c'est de plus en plus difficile de pêcher avec des pêcheurs qui prennent des risques, mais c'est leur source de revenus, ou en tout cas, c'est la façon de pouvoir s'alimenter. Donc, il y a une vraie nécessité à réaccélérer tout ça et à remettre en place un écosystème sain avec de la biodiversité, et ça se passe forcément dans des contextes un peu exotiques où il y a un peu plus de chaleur, enfin là où il y a des coraux par définition, mais dans des zones protégées. Enfin, est-ce que demain, s'il y a peut-être des gens ici qui viennent de Polynésie ou qui viennent de la Réunion et qui ont un petit bout de plage qui peuvent peut-être aider Jérémy, est-ce qu'il y a des endroits spécifiques où on peut tenter de nouvelles expériences? Parce que pour l'instant, on est dans un aquarium, mais peut-être que demain, évidemment, il va falloir tester ça pour de vrai. Oui, c'est ça, parce que vraiment l'idée, un peu pour rebondir sur cette idée de fixer les populations, c'est que malheureusement, en fait, c'est une chaîne de dégradation des activités énorme. C'est-à-dire qu'au départ, le récif qui est, on estime, alors c'est toujours des estimations, mais abritant 50% minimum de la biodiversité marine, c'est là où en fait les pêcheurs pouvaient aller pêcher pour se nourrir dans un premier temps et aussi avoir une activité économique. De moins en moins de poissons, donc des solutions de plus en plus extrêmes pour la pêche. Alors, on était tous dans les solutions pour l'instant, donc je ne veux pas plomber l'ambiance, mais quand même, il faut imaginer qu'on pêche avec de la dynamite, qu'on pêche avec du cyanure. Donc ça veut dire que des pêcheurs descendent sous l'eau, ou en tout cas balancent de la dynamite, et ils sont juste à côté, et avec des accidents mortels, enfin, où ils se font arracher un bras. Voilà. Moins il y a de poissons, plus les techniques sont extrêmes, et évidemment plus de blessures, etc., et moins de rentabilité forcément derrière pour eux.
Donc il est vraiment temps d'arrêter ce cercle vicieux et de proposer vraiment des alternatives. Alors régénérer les récifs, évidemment, comme tu disais Thomas, il y a des réserves marines protégées, hein, c'est des endroits où il n'y a plus d'activité, mais c'est trop facile de dire « Attendez, vous faites ça depuis toujours et on va vous apprendre que maintenant, aujourd'hui, il ne faut faire plus rien ». Et du coup, il n'y a plus d'activité possible. Donc non, l'idée, c'est vraiment de se dire, évidemment, il y a des zones à protéger, hein, comme les zones aussi terrestres, donc des zones marines à protéger, mais il faut évidemment proposer, substituer les activités par des emplois concrets et avec du sens. Parce que c'est ça aussi, hein, moi je le vois déjà avec les ouvriers des ateliers de dentelle par exemple. Ben aujourd'hui, maintenant, ils se lèvent le matin en se disant la dentelle, ils savent qu'elle va rencontrer le corail par exemple. Donc c'est des éléments de sens qui sont importants aussi. Très bien, merci beaucoup. On va continuer dans la culture parce que, comme je le disais, c'est vraiment un changement de regard, un changement de comportement. Et Nelly a ça de très original, c'est que elle n'est pas experte polymère et pourtant elle a écrit un livre sur le plastique. Elle n'est pas experte d'ethnologie, de sociologie autour du plastique. Et elle a écrit un livre elle a écrit plusieurs livres aux éditions Actes Sud, puisqu'en l'occurrence, en plus, elle vient plutôt du sud-est et pas très loin de là où sont les éditions, et qui a une collection spécifique qui s'appelle « Je passe à l'acte ». Et globalement, si vous devez retenir quelque chose, c'est que les 2 jours que vous allez passer aux universités de la Terre et au Parlement des entrepreneurs à venir, c'est vraiment de la sensibilisation, de l'inspiration, mais évidemment pour se mettre en action derrière et pour aller sur vos projets, que ce soit dans vos entreprises ou à côté dans votre vie perso, passer à l'acte. Donc, à la fois, j'aimerais que vous puissiez nous parler de certains des livres que vous avez pu faire. Il y a un livre qui s'appelle aussi « Choisir de ralentir », qui était sur la newsletter il n'y a pas très longtemps de l'événement. Mais aussi, moi, ce que je trouve intéressant, c'est cette vision transversale que vous avez, et ensuite la volonté de partager, de participer à une sensibilisation et une éducation. Donc c'est 14 questions. Oui, c'est ça, hein, en 3 minutes et demie. Alors dernier, juste avant en fait, que vous commenciez. Il y en a encore une autre? Ouais, non, j'ai pas une autre question. Vous dites, au fait, le corail de Jérémie, il ressemble à quoi? Et alors la réponse, c'est dans le couloir au-dessus qui s'appelle la salle des pas perdus, hein, pas très loin d'un salon qui s'appelle Miro. Vous pourrez voir certaines de ses œuvres d'art. Voilà. Je ne voulais pas oublier de le mentionner parce que c'est important. Vous avez fait appel à votre imagination et peut-être à Google Images aussi, sur Corail Artefact. Non, il n'y a pas de... ça capte pas là dans la salle. Ça capte pas, mais tant mieux. Voilà, très bien, comme ça vous êtes avec nous et vraiment Bon, avec nous. bonjour à tous et puis merci de votre invitation parce qu'effectivement je ne suis pas à proprement parler un entrepreneur. Je peux même être un peu le poil à gratter de certains entrepreneurs et c'est mon marathon à moi et je l'assume. Donc oui, alors effectivement quand on a envie de me faire plaisir, comme j'ai écrit certains livres, notamment une enquête de plus de 3 années, on m'invite en disant ben voilà une spécialiste, et je revendique le fait de ne pas être spécialiste parce que justement on a beaucoup de spécialistes et heureusement qu'ils existent, mais souvent ils témoignent eux-mêmes qu'il manque la capacité de l'interdisciplinarité, la possibilité de faire du lien entre le premier océanographe que j'ai rencontré pour mon enquête Océan Plastique m'a dit « Ah, enfin !» quelqu'un qui va faire du lien entre nous. Parce que moi, tu vois, je suis océanographe, j'arrive à savoir ce que font les plastiques en mer, j'arrive à savoir la problématique des transferts d'espèces, de la plastisphère, des biofilms, etc. Mais par contre, je suis invitée au Parlement européen et on me demande de prendre position sur le recyclage. Mais je ne sais pas, je ne suis pas polymériste, je ne suis pas recycleur. Et en fait, c'est un sujet qui va toucher à l'océanographie, à la biologie marine, à la chimie, à la science des polymères, mais aussi à la philosophie, à l'anthropologie, au juridique, au politique, au monde économique, au lobby, à la manière dont fonctionnent nos démocraties. En fait, ça parle de tout ça. Et quand on étudie finalement chaque crise environnementale, ou catastrophe écologique à l'œuvre, on se rend compte que quand on tire le fil de plus en plus, on arrive toujours sur la question culturelle. C'est-à-dire in fine, quand on tire le fil, qu'on parle pollution plastique, changement climatique, effondrement de la biodiversité, acidification des océans, perte des coraux, etc., on se rend compte que la première bataille que nous avons à mener, elle se joue là. Elle se joue dans nos représentations. Parce qu'elles sont les conséquences d'un monde que nous avons bâti. Et ce monde, nous l'avons bâti sur des valeurs, sur une façon de le percevoir, une façon de se percevoir, en lien avec le reste du monde vivant, qu'on a qualifié pendant longtemps de nature, qui est un concept qui est né de l'idée même de s'en dissocier pour pouvoir mieux, on l'a compris, l'utiliser et l'exploiter. Et donc,
L'idée, c'est d'aller à chaque fois... Alors, je ne suis pas philosophe, comme vous avez compris, je m'improvise tout. Hein. Je suis autodidacte, donc ce que je vous dis est d'apprendre avec des pincettes, ou pas, à vous de voir. En tout cas, on se rend compte, moi, ce qui me passionne aujourd'hui, c'est plusieurs choses. C'est ce systémique, c'est la perte de la pensée complexe. Edgar Morin, un salut à Edgar Morin, grand penseur qui a 101 ans aujourd'hui, qui est encore parmi nous, qui a posé un peu les jalons aussi de cette idée-là. Parce que finalement, si on perd la pensée complexe dans l'analyse du problème, on ne va pas réussir à la trouver dans la recherche de solutions. Et du coup, on va avoir recours sans arrêt à des déplacements de problèmes et des déplacements de solutions. Exemple, on vient à peine de comprendre qu'on avait un petit souci avec un dérèglement climatique à l'œuvre. Bon, ça fait quand même 50 ans qu'on le sait, mais ça y est, on commence à être un peu tous dans les métiers en ordre de marche pour se dire, OK, principalement carbone, etc. Conclusion, aujourd'hui, tous nos outils d'analyse, toutes nos activités vont être carbone orientées. Heureusement, il le faut, mais pas que. Donc, quand on dit, je fais une analyse du cycle de vie pour comparer les matières, je compare du plastique avec du verre, mais je ne prends pas en compte la pollution chimique inhérente avec le plastique, les problématiques de la santé humaine, parce que celui que nous sommes en train de respirer, vous et moi, ici et maintenant, celui que nous buvons dans l'eau, là, immédiatement, il ne vient pas de nos déchets, il vient du cycle de vie du plastique. Quand on ne prend pas ça en compte et quand on ne prend pas en compte les conditions à long terme de cette pollution, eh ben, on va calculer le carbone. Ben, le plastique, il est léger, le verre, il est lourd, le plastique est gagnant, le plastique est bon pour le climat. Voilà les conclusions qu'on arrive à faire. Et quand vous travaillez 3 ans sur cette problématique de la pollution, que vous désespérez à essayer d'expliquer à tout le monde que non, oui, on a un problème avec nos déchets, c'est certain, mais on n'a pas que un problème avec nos déchets, on a un problème bien en amont sur ces matières-là. Et qu'en fait, vous vous rendez compte que finalement, même nos outils d'analyse qui sont le fruit de nos priorités, et là, j'ai envie de revenir peut-être sur choisir de ralentir, c'est le fruit de nos priorités. Tout est à repenser aujourd'hui. Moi, c'est là, j'en arrive aujourd'hui. Alors, je ne serais pas capable de vous dire ce qu'il faut faire, mais je crois qu'il n'y a pas justement d'hommes, de femmes ou de technologie providentielle qui va venir nous sortir de là. Je pense qu'il y a un travail en profondeur. Et cet autre petit livre, parce que je n'ai pas écrit que des Jeux passe à l'acte, ni que pour Actes Sud, mais en tout cas, j'aime beaucoup quand même. Je rends hommage à ma maison d'édition qui, m'a fait confiance et puis qui, n'a pas attendu que l'écologie soit à la mode pour proposer des propositions fortes à travers ces livres. Donc, choisir ralentir, ben, c'est déjà ça. Par exemple, on ouvre le dictionnaire, on prend le mot ralentir et on lit manque de rapidité dans les mouvements, manque de vivacité dans la pensée. Donc vous arrivez avec un titre qui s'appelle « Choisir de ralentir ». Et là, vous avez tous les journalistes qui vous rient au nez. « Ah, il faut que je parle lentement alors ?» Non, c'est pas ça. Choisir de ralentir, c'est justement ça, c'est faire un pas de côté, c'est se réapproprier sa capacité d'attention, c'est réfléchir un petit peu à la marge du monde, c'est revoir ses priorités, c'est revoir toutes ces hypothèses qu'on a fondées. Moi, quand j'étais en fac de maths économie, on me parlait de la main invisible et j'avais un peu du mal à... Je disais, mais concrètement, là, en fait, concrètement, c'est une hypothèse. Donc, en fait, vous êtes en train de dire qu'on a monté tout un système sur une hypothèse non vérifiée et non appliquée. Bah oui. Mais moi, j'ai pas envie d'apprendre. En fait, déjà, on me dit ça, j'ai un blocage intellectuel. Donc, pareil, on a parti du principe dans nos économies de l'externalité négative. On produit, on détruit. Mais c'est normal. Bah non, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas partir du principe que produire permettrait de participer à régénérer ? Qu'au lieu de détruire un sol, on pourrait l'aggrader, parce que non, malheureusement, l'immense majorité de notre agriculture ne prend pas soin de son sol. Pourtant, on sait faire. On sait faire. Donc c'est un peu tout ça que moi, j'essaie de revisiter à chaque fois que je travaille sur une thématique. Et c'est à la fois extrêmement déprimant et à la fois extrêmement excitant. Déprimant, c'est le constat. Déprimant, c'est le manque de vision systémique. C'est, je le dis haut et fort, tant pis, hein, je suis libre de ma parole. C'est le manque de compétences que l'on a à la fois tous en tant que citoyens, parce que c'est un peu compliqué quand même de s'informer sur ce monde. On n'a pas tous 3 ans à passer pour étudier une problématique que l'on a. Mais c'est aussi le manque de compétences dans nos instances décisionnaires, qui a été la grande surprise de mon enquête. Je m'attendais à de la mauvaise foi, je m'attendais à du conflit d'intérêts, je m'attendais à des problématiques très réelles. Parce que quand on dit on arrête de moitié la production mondiale de plastique parce que c'est que pour alimenter nos poubelles dans les heures qui suivent l'acte d'achat, mais on a des milliers et des dizaines de milliers d'emplois en jeu. Donc comment on fait cette chose-là ?
Donc, malheureusement, aux instances dans lesquelles j'ai été enquêtée, eh ben, j'ai trouvé une incompétence sur cette vision transversale, sur cette vision systémique. Donc en fait, on a besoin de s'allier tous pour retrouver cette interdisciplinarité, pour retrouver cette capacité de prendre le temps. Ralentir, c'est ça, c'est face à l'urgence. Plus il est urgent et plus il faut prendre le temps de ne pas s'agiter dans tous les sens, de ne pas aller réfléchir nécessairement pour l'autre bout du monde, mais commencer par réfléchir aussi ici et maintenant, parce que ça, c'est aussi une autre représentation, c'est un autre biais de représentation. Par exemple, on a décidé depuis 150 ans de lire la théorie de l'évolution sur c'est la compétition qui domine dans la nature. Ben non. Ben oui, elle existe, mais il a été aussi démontré que le mutualisme existe. Et que même par moments, c'est la capacité des espèces à coopérer qui donne leur durabilité à long terme. Mais ça veut dire quoi dans nos représentations? Ça veut dire que si on considère que c'est la compétition qui règne, eh ben nos écoles, notre économie, nos rapports humains vont être basés sur la compétition. Donc voilà, moi j'essaie de réfléchir à toutes ces choses-là. Et j'essaie de... Parce que c'est pas facile, moi je suis comme tout le monde, hein, j'ai tous mes biais, toutes mes habitudes de réflexion. Et je me nourris d'autres penseurs, il y en a plein là pendant 2 jours, donc c'est merveilleux. D'autres acteurs. Et la vraie question c'est, et maintenant? C'est quoi la suite? Est-ce qu'on parle de transition? Est-ce que la transition qu'on est en train de mettre en œuvre n'est pas une manière de verdir un vieux modèle économique? On pouvait potentiellement y croire il y a 40 ans. Je pense qu'aujourd'hui, ça y est, on sait que non, ça ne va pas marcher. Est-ce que ce n'est pas plutôt une métamorphose culturelle? Un changement de paradigme? Est-ce que c'est une révolution, une bascule? C'est quoi? Et une autre chose qui m'intéresse, je n'ai pas encore écrit dessus, parce que je commence à peine à travailler dessus, c'est est-ce qu'on peut apprendre dans notre histoire, quand il y a eu des grandes bascules de civilisation, quelles ont été... voilà, est-ce que c'est une révolution soudaine? Est-ce que c'est une métamorphose lente? Il y a des gens qui disent qu'on est déjà quasi prêt, en fait, c'est-à-dire un peu comme un papillon qui va émerger d'une métamorphose qui est déjà à l'œuvre. Voilà, bon, moi, tout ça, ça me passionne, et j'essaie de le partager avec le plus grand nombre. Merci. Merci Nelly. On va en profiter, il reste encore 10 minutes, mais on va faire une petite page de pub de plus. Nelly, il paraît que tu animes une conférence demain. Ah oui. Alors, donc pour ceux qui viennent demain, et j'espère que vous êtes très nombreux à venir demain. J'ai la chance de modérer la table ronde demain à 14h30 sur les océans. Alors, du coup, je profite parce que comme je serai modératrice, mon point de vue n'aura aucun intérêt, okay. N'est-ce pas, donc Thomas? Tu as 30 secondes. Qui s'appelle l'or bleu. Donc après l'or noir, on a l'or bleu, sauvons les océans. Donc on va discuter de tout ça, par contre, avec des personnes passionnantes et inspirantes, dont par exemple Jean-Louis Etienne et François Sarano. Donc bienvenue tous demain à 14h30. Jean-Louis Etienne, toujours passionnant, qui prépare toujours des explorations. Je ne sais pas quel âge il a, mais il est fabuleux. Donc l'invitation de Nelly, vous l'avez bien compris, c'est de repenser le progrès, de se dire, voilà, est-ce que, et c'est assez, on voit monter cette question de plus en plus, c'est quoi le bonheur? Est-ce que la croissance telle qu'elle est envisagée aujourd'hui de notre PIB, est-ce que c'est ça qui nous permet d'avancer et de progresser? Il y a de plus en plus de publications sur le sujet. Et je vous invite à regarder ce sujet-là. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, et ce que dit Nelly, c'est sur ce sujet de la coopération. J'espère que, ou si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à regarder un documentaire qui s'appelle « Une fois qu'on sait », ou « Une fois que tu sais », ou une fois, ou un truc comme ça. Certains ont le vrai titre ou pas? « Une fois qu'on sait ». Emmanuel, je ne sais plus comment. Avec notamment Pablo Servigne, qui est sur une animation d'une soirée dans ce fameux village où il y a une nouvelle démocratie. Pablo Servigne, qui a écrit un livre, il est connu comme collapsologue, mais en fait, sa pensée est bien plus systémique et complexe et intéressante. Il a notamment coécrit un livre qui s'appelle « L'entraide, l'autre loi de la jungle », que justement je suis en train de lire et qui est très éclairant sur ces sujets. C'est ça. Et une fois que tu sais, collectivement, enfin à un moment il y a un passage, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, c'est le collectivement qui est intéressant. Et la trace qu'on pourrait tous garder de cet échange, si vous voyez, il y a des technologies qui avancent, qui permettent de décarboner, il y a des grands industriels et des startups qui prennent des initiatives partout. Mais pour revenir un peu sur le propos de Nelly, à la fin, c'est qu'en fait, il faut qu'on soit tous ensemble parce que on ait vraiment cette approche
de tous les regards. Récemment, j'ai eu la chance de déjeuner avec un des patrons du CNRS qui a 8000 chercheurs dans son équipe, qui travaillent sur les sciences de l'univers, sur le climat, sur la géologie et tout. Et en fait, dans notre conversation, petit à petit, on s'est dit qu'en fait, il fallait qu'il fasse intervenir des ethnologues, des sociologues. Il commence à travailler sur le sujet de la résilience, c'est-à-dire comment on se prépare à demain un niveau de l'eau qui va monter de 5 mètres, comment Cherbourg peut faire pour préparer sa résilience à chaque fois qu'il y aura une inondation. Et ça ne peut pas se faire que par des ingénieurs, même si Saint-Gobain fait des choses extraordinaires. Il va falloir que des sociologues interviennent, et je suppose que vous travaillez avec des ethnologues, des urbanistes, des sociologues, des philosophes. Et c'est ce multi-regard. Et évidemment, du coup, l'appel que je vous fais, c'est continuer à vous cultiver, faites plein de fresques, soyez curieux, allez sur d'autres sciences, allez sur des conférences où vous ne connaissez pas du tout le sujet, c'est là où vous allez apprendre le plus. Il reste encore quelques minutes, 7 minutes selon mon chrono. J'aimerais savoir s'il y a quelques questions dans la salle. Je sais qu'il y a des journalistes, je sais qu'il y a des gens de la Fédération française de golf, je sais qu'il y a des jeunes aussi. Moi j'aimerais bien, je suis un grand fan de Pour un réveil écologique. Est-ce que certains qui sont nés en 400 ou 380 ppm veulent prendre la parole? Jeune homme. Non, elle est zéro CO2 en scope 1 et 2. Donc quand vous connaissez la comptabilité carbone, ce qu'on regarde, c'est le scope 1 et 2, et on cherche à minimiser notre empreinte en scope 3. Donc tout ce que vous dites sur les infrastructures, sur l'amont, sur l'aval, c'est ce qui rentre dans le scope 3. Donc non, on est très précis dans notre approche, et ce qu'on arrive à faire, c'est du zéro carbone en scope 1 et 2. Donc en regardant les comptabilités. Et en minimisant, et ça fait à la fin... si je prends une plaque de plâtre, aujourd'hui avec la comptabilité carbone que l'on a sur la plaque de plâtre, quand elle est zéro carbone en scope 1 et 2 et quand on minimise ce que l'on fait en scope 3, grosso modo on arrive à baisser de 70% l'empreinte carbone de la plaque de plâtre. La plaque de plâtre n'est pas zéro carbone, comme le verre n'est pas zéro carbone. Il reste une empreinte et bien évidemment on va chercher à la minimiser. Et une des voies de continuer à minimiser, c'est typiquement d'augmenter le contenu recyclé, de l'alléger, et puis venir aussi sur est-ce qu'on a besoin de l'utiliser ou pas, est-ce qu'il y a d'autres modèles qu'on peut développer, de faire que on n'ait pas besoin de produire, mais on crée de la valeur dans la durée avec ce type de produit, par la réutilisation, ou par les changements d'usage, ou des choses comme ça. Mademoiselle. Pour revenir sur le carbone, la règle, c'est facile. C'est quoi le sujet du carbone? C'est merci. La mesure, l'évitement, la réduction, la contribution et l'implication de tous sur toute la chaîne. Et l'évitement, évidemment, est un sujet essentiel. Et quand on parle d'économie circulaire, de réemploi, etc., là, on évite de produire des nouvelles matières. C'est le Don't Buy This Jacket de Patagonia qu'on connaît tous depuis 10 ans. Mademoiselle, et après... Bonjour, merci à tous, c'était très intéressant. Moi j'ai une question, c'est super le carbone, mais est-ce que vous mesurez votre impact sur la biodiversité? Parce que l'artificialisation des sols, c'est une des 5 causes de l'effondrement de la biodiversité sans laquelle on n'est rien. Donc qu'est-ce que vous faites sur ça aujourd'hui? Merci. La question s'adresse à... Principalement Saint-Gobain, mais ceux qui veulent répondre, allez-y. Donc on a pas mal de régénération. Est-ce que Emmanuel voulait parler de biodiversité? Oui, je vais être très rapide. Nous, surtout, on fabrique des matériaux, donc on n'est pas aménageur. Donc nous, notre premier impact sur la biodiversité, c'est par les ressources. Et notamment, on exploite des carrières où on va aller acheter des ressources auprès de tiers. Et donc notre première action en matière de biodiversité, c'est au travers de la ressource, des plans de gestion de la biodiversité, minimiser, ne pas exploiter dans des zones protégées, ou trouver les moyens de minimiser l'impact. Le bois aussi, on parle beaucoup de la construction de bois ou des produits biosourcés. Il faut s'assurer que les chaînes d'approvisionnement en bois soient durables, et notamment en matière de biodiversité. Donc notre action avant tout,
elle est vers l'amont, à partir du moment où nous, on n'est pas aménageurs, et donc c'est plutôt nos clients qui vont aller regarder la manière d'appréhender la biodiversité à l'aval du cycle. À Laval, en 2 mots, hein, évidemment, ce n'est pas la ville de Laval dont on parle. Tout le monde avait compris. Mademoiselle. Et vous habitez dans quelle ville? D'accord, inondation à Massy. Ok. Ok. Ouais. Ouais. Alors, justement, l'engagement des assureurs, et c'est pour ça que Massif est là, mais, non, mais les assureurs s'engagent tous. Ouais, mais vous n'êtes pas à la Massif. On comprend ce qui a pu se passer et on voit bien. Est-ce que, de façon un peu générale, à la fois en tant que Massif, mais peut-être en tant que représentant des assureurs qui sont évoqués ici, Yann, vous pouvez nous expliquer un peu l'intensité des engagements des assureurs aujourd'hui, notamment sur la lutte contre le dérèglement climatique? Oui, c'est évidemment un péril qui monte. Et donc, globalement, toute la question qui est posée aujourd'hui, alors qu'on parle beaucoup de pouvoir d'achat, etc., c'est est-ce que ce risque, il est encore gérable économiquement? C'est une question qui agite, encore une fois, le monde de l'assurance, mais aussi les pouvoirs publics. Parce qu'à un moment ou à un autre, une société où, par exemple, les assureurs commenceraient à dire « ça coûte trop cher, on se retire, on n'assure plus », c'est une société qui serait fragilisée. Alors, en fait, si je voulais rappeler cette image bien connue, c'est la grenouille dans l'eau froide, en fait. On ne s'est pas aperçu au fur et à mesure du temps que la température montait. Enfin, plus exactement, on l'a ignoré. Le péril, il a monté. Et donc, d'une certaine manière, il a été partagé. Et donc, finalement, en assurance, hein, où il y a une logique de mutualisation entre les risques, c'est-à-dire que vous êtes touché, mais pas votre voisin. Il a payé comme vous une cotisation. Et donc, ça veut dire qu'à un moment, on va vous indemniser plus que ce que vous avez payé comme indemnisation, puisque ce principe de mutualisation, il fonctionne. Le problème, c'est qu'on sent bien aujourd'hui, et on voit bien, de manière extrêmement claire, d'accord, que ça peut ne pas fonctionner. Notamment, vous le savez très bien, sur un risque qui est assez invisible et pourtant probablement celui qui va avoir le plus d'impact, c'est celui de la sécheresse. D'accord ? La sécheresse aujourd'hui, c'était plutôt, je ne veux pas encore une fois vous parler trop technique assurance, mais c'était plutôt des risques qui étaient ignorés. C'est-à-dire vous aviez une maison qui était dans un endroit où il n'y avait jamais rien eu, peut-être même sur une colline, donc les risques d'inondation, etc. étaient inexistants, sauf que vous ne saviez pas qu'il y avait une veine en dessous qui avait séché et donc qui faisait que votre maison allait s'écrouler. Bon. Aujourd'hui, vous avez sans doute vu les chiffres, c'est extrêmement important. Et donc, il y a une tentation aujourd'hui qui existe pour un certain nombre d'acteurs qui le poussent, c'est de se retirer, de dire ça ne nous concerne plus. Et moi, j'espère, je vous le dis très clairement, j'espère que les assureurs, et ça veut dire faire finalement une partie aussi de sacrifice hein, pour tout le monde, les assureurs, mais aussi les assurés, de dire on ne pourra pas tout couvrir, mais comment on préserve l'essentiel? Parce que si
comme on l'entend parler, on va vers la fin du régime de catastrophe naturelle, alors là, ça va être terrible. Parce que globalement, vous avez acheté une maison, vous pensiez avoir par exemple un bien que vous alliez pouvoir transmettre à vos enfants, qui avait une certaine valeur, etc. Et bien, à un moment, vous n'aurez plus ça, parce qu'il va s'écrouler. Donc, globalement, c'est très compliqué. Hein. C'est finalement un péril qui est monté et qui touche aujourd'hui tout le monde, où les logiques de mutualisation sont de moins en moins opérantes. Et donc, c'est une vraie question. Il y aurait une manière, je dirais, de le résoudre, hein, c'est d'augmenter de manière extrêmement importante, en fait, les cotisations que vous payez. Et donc la difficulté, c'est que vous voyez bien que vous, votre cotisation va peut-être augmenter parce que vous allez être victime, et donc vous avez plusieurs fois qu'on va en fait être intervenu pour vous, mais c'est ce que vous disiez, finalement vous n'êtes pas tellement responsable, c'est tout ce qui se passe autour de vous qui a causé ça. Et donc finalement la difficulté, c'est on ne peut pas vous faire payer un risque dont vous n'êtes pas forcément la cause. Par contre, vous êtes à l'endroit où il va taper et à l'endroit où l'assureur va intervenir. Donc ce risque climatique, c'est pour nous, je le dis très clairement, un risque sur lequel il va falloir être extrêmement vigilant à l'avenir. On ne sait pas encore bien, là je parle vraiment dans la profession, comment le régler, mais il va falloir faire attention aux solutions trop rapides. Il consiste par exemple à dire chacun pour soi. Et une des solutions, c'est évidemment qu'on soit tous acteurs de la transition dans nos entreprises, individuellement, etc., qu'on réduise notre bilan carbone. Je vous invite tous à faire l'atelier d'automne. On est dans les pages de publicité encore une fois. Désolé, j'ai des défauts, c'est mon boulot. Et voilà, donc en tout cas, on espère. Vous avez une dernière question. De toute façon, comme il n'y a pas de conférence après, si vous voulez, on reste jusqu'à minuit. Non, on fait une dernière question et après, je vous proposerai un petit jeu tous ensemble. Je vous remercie. Qui est très simple, hein. Mademoiselle. Je vous remercie. Je voudrais avoir une petite précision. Ce que vous évoquez, madame, c'est qu'en fin de compte, les inondations comme la sécheresse, on va tous être touchés à un moment donné ou à un autre. Donc on est tous à un moment donné dans votre situation, du moins quelque chose comme vous. Est-ce que toute une vie, on va payer des assurances pour que le jour J, quand on se retrouve en difficulté, on nous tient un discours comme quand on aura une sécheresse, une inondation, plusieurs fois dans notre vie, ou est-ce qu'on trouve un autre moyen de nous accompagner dans ces moments difficiles? Et c'est un peu ma question. Vous avez une jeune fille, vous avez quel âge? 23. Elle a 23 ans, on vous parle de biodiversité. Le scope 3 est aujourd'hui pas une obligation pour les entreprises. On nous parle que le scope 1 et le scope 2, les entreprises sont en train d'être dessus. Est-ce qu'on n'aurait pas pour objectif que le scope 3, un jour, soit véritablement une obligation? Et qu'on n'ait plus une jeune femme qui nous dit « je suis inondée 2 fois, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous ?» Madame, les cotisations vont augmenter, ça sera difficile pour vous pour l'avenir. Mais ça sera difficile pour nous tous, c'est pas seulement pour cette dame, c'est pour nous tous à l'avenir. Donc nous dire que les cotisations vont augmenter, c'est pas une solution à mon sens. Je suis désolée et je ne l'accepte pas. Ouais, bon. On continuera ce débat peut-être tout à l'heure avec la Massif. En tout cas, on est tous solidaires. Je ne vais pas me faire porte-voix des assureurs et ce n'est pas du tout mon métier. Mais en tout cas, ce qu'on est sûr, c'est qu'on est tous sur la même planète et qu'on lutte tous, si vous voulez, pour continuer à réfléchir ensemble, à contribuer. Il y a peut-être des philosophes, des ethnologues, des urbanistes, des sociologues, des scientifiques du climat. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre en photo une photo de la salle, la partager sur les réseaux sociaux en taguant l'Université de la Terre. Et comme ça, on va peut-être continuer à réfléchir encore au-delà de la conférence. En tout cas, merci à tous. On vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous les invités. Et on se retrouve demain matin à l'UNESCO pour la 2e journée de l'Université de la Terre. Merci, à bientôt.